merci d'être venu. On est très heureux de pouvoir organiser cet événement ici. Alors, je voudrais tout d'abord remercier évidemment toutes les intervenantes et les intervenants d'avoir accepté notre invitation. Voilà, la politique a vraiment reçu un très bon accueil de la part des professeurs et on tenait vraiment à vous remercier. Et on a aussi pu inviter aujourd'hui Guy Pavant, qui est syndicaliste de l'usine, ex-syndicaliste du coup de l'usine Molex, dont nous allons parler tout de suite, et Séverin Champion, qui est également un cheminot qui s'est récemment syndiqué à Sudrail, et qui va nous parler des liens entre la jeunesse et les mobilisations des travailleurs. Donc, pour faire une brève introduction de nos trois intervenants ici, vous avez dans l'ordre qui est donc doctorante en sociologie, qui fait sa thèse sur les machinistes de l'Opéra Bastille, si je ne me trompe pas. Ensuite, Yoann Selponi, tout récemment docteur en sociologie, qui a fait sa thèse sur les politiques de prévention en milieu scolaire, particulièrement contre la drogue et l'alcool, je crois. Et enfin, Olivier Bénet, maître de conférence en sciences politiques, sociologie, donc à l'IEP, spécialiste du journalisme, des médias plus généralement. Donc vous avez tous les trois participé à l'enquête sur la mobilisation liée à la fermeture de l'usine Molex à Villemur-sur-Tarn, donc qui a duré pendant 6 ans et qui a abouti du coup à la sortie de ce livre, Quand ils ont fermé l'usine, que vous avez signé donc du nom du collectif du 9 août. Vous nous expliquerez peut-être pourquoi vous avez décidé de ce nom. Donc je vous laisse tout de suite un peu nous exposer les résultats de cette enquête, avant un petit temps d'échange avec notamment avec Guy Pavant, donc syndicaliste, pour un peu revenir sur cette mobilisation, plus montée en généralité, avec notamment l'historienne Célia Keren qui nous parlera donc, du coup plus du syndicalisme, des mobilisations politiques, avec une perspective historique, et ensuite donc Séverin Champion qui nous parlera donc, de son engagement au sein de Sudrail. Voilà, merci beaucoup à toutes d'être venus et je laisse la place aux intervenants. Merci. À la fin, il faudra juste que tu mettes le tout premier sur le bas. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, après, les autres vont sûrement pas le faire. Très bien, donc on va vous présenter cette enquête, ce livre, sachant qu'il y a des choses dans l'enquête qui ne sont pas dans le livre, parce qu'on est tenu par le format, parce qu'il y a derrière il y a 150 entretiens, 160 compte rendu d'observation, donc il y a beaucoup de matériaux. Donc on va plutôt insister sur ce conflit, la manière dont nous on l'a compris, donc on a essayé de lui donner du sens. Alors on avait prévu une diffusion, mais on est trahi comme souvent dans cette maison par d'un moment qui est un des tout début du conflit, quand on dit tu prends la parole pour donner déjà plein de choses sur ce que sera ce conflit, sur ce que c'est que cette usine et le sens qu'elle a pour les salariés. Mais ça se retrouve sur internet, la preuve on l'a trouvé. Tu veux essayer de tuer, si ça passe, on peut essayer. Si vous n'entendez pas, ça donne pas grand-chose. Je voudrais moi aussi dire quelque chose pour ceux qui sont venus, tous ceux qui sont venus, ce qui est en train de se faire ici. Ça fait 32 ans que je travaille dans l'entreprise. Quand j'étais jeune, sur les grandes vagues avec le mur, j'habitais la cité verte. Quand je me levais dans la chambre de mon balcon, l'usine de la Rouen, elle fait partie de mon paysage visuel. Quand je suis rentré dans l'entreprise, j'ai vu des gens qui bossent, qui aimaient leur boulot. Au fil des dégradations qui se sont passées, j'ai vu les anciens qui nous prenaient, ils étaient fiers du travail qu'ils faisaient. Le travail a évolué. Il y a l'an dernier une journée porte ouverte qui a été faite ici. Les gens qui sont venus voir ont vu les anciens, l'évolution technologique qui a été faite. Cette évolution technologique qui est passée, c'est le fruit de notre travail. Les machines qui sont là-dedans, ce sont des machines que nous avons conçues. Les outillages qui sont là-dedans sont des outillages que nous avons conçus. Le travail qui est sorti, c'est nous qui le faisons. Molex, en 2004, quand ils sont venus nous chercher, le côté automobile de Molex Europe était déficitaire. En rachetant SIC, l'année suivante, le côté automobile de Molex Europe passait bénéficiaire. On les a soutenus, le site les a soutenus pendant 2 ans. Ils ont monté une usine en Slovaquie.
On les a aidés à monter cette usine, on a aidé les gens, on les a formés. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas, aujourd'hui j'ai envie de dire, ce qui se passe ici, c'est un vol manifeste. C'est un vol manifeste juste pour satisfaire l'appétit des actionnaires. Parce que c'est ça qu'on nous propose aujourd'hui. C'est ça qu'il faut changer, et ça, il y en a marre. Ça, il y en a marre, il faut qu'il fasse quelque chose, c'est pas possible. Il faut arrêter les licenciements boursiers, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, ce sont que des licenciements boursiers. Et je peux rappeler, on lui proposera aussi, enfin on lui rappellera quand même, que quand on a été racheté par Molex, nous étions sous le groupe Sigma. Sigma était une entreprise nationale. C'est quand même l'État qui nous a vendu un Molex, en nous promettant que c'était la meilleure des choses qui pouvaient nous arriver. Et aujourd'hui, on va leur mettre, même si ce n'était pas eux, cette société, les mêmes, on va les mettre devant leur responsabilité. Il faut pas qu'ils nous laissent tomber, il faut qu'il y ait 300 emplois pour Molex ici, demain. Et ça, il faudra on leur dira, et il faudra qu'ils le fassent. Voilà, les choses c'est mieux quand ce sont les Allemands qui le disent eux-mêmes. Alors, comment comment on a compris, comment on a essayé de donner du sens à tout ça. D'abord, il y a un côté dans toute cette histoire un peu vertigineux de cette espèce de décalage entre des décisions prises à Chicago qui concernent un groupe mondial, puisque Molex est un groupe de construction, de production de connecteurs automobiles mondial, et ce qui se joue sur les bords du Tarn, à quelques kilomètres d'ici. En fait, il se joue plein de choses. Dans cette espèce d'opposition qui repose sur plein de séries d'oppositions qui se déclinent, l'opposition de vision du monde, de l'entreprise, de ce que c'est que le travail, de ce que c'est que la propriété, etc. Et donc on a essayé de rendre ces espèces de tensions très fortes qui se trouvent cristallisées autour de la fermeture de cette usine. Alors la fermeture de cette usine, juste pour planter le décor de manière très générale, puis Bérénice et Johan reviendront sur toute une série d'aspects, puis il y en a d'autres encore qu'on peut évoquer dans les questions, parce qu'il y a d'autres choses dans le livre, et encore une fois, tout n'est pas dans le livre, donc on pourra les évoquer. Cette fermeture, elle est à la fois ordinaire et extraordinaire. C'est-à-dire ordinaire parce que l'annonce de la fermeture, c'est 2008. Cette année-là, il y a 2000 plans de sauvegarde de l'emploi en France. 2009, c'est le début du plan social à Molex. Il y en a plus de 1000 cette année-là. Donc c'est un plan social. On peut s'accorder sur les terminologies, qui varient, le plan de sauvegarde de l'emploi, le plan social. C'est une parmi d'autres, sauf que celle-ci, elle va avoir un destin qui sort de l'ordinaire, sur plein d'aspects. D'abord, ça va devenir un symbole, c'est-à-dire que toute une série d'acteurs vont reprendre l'exemple de cette fermeture comme étant une sorte d'archétype de choses qui se passent effectivement dans toute une série de territoires, dans toute une série d'usines, dans toute une série de lieux du travail, des acteurs syndicaux de premier plan, des acteurs politiques aussi, qui, lorsqu'ils auront besoin d'une sorte de raccourci de la désindustrialisation qui frappe l'économie française, vont régulièrement mobiliser l'exemple de Molex. C'est aussi une fermeture d'usine qui va bénéficier, encore une fois, parmi ces milliers de fermetures ces années-là, d'une médiatisation très importante et d'une médiatisation bienveillante, ce qui est encore plus rare que quelque chose qui est déjà rare, c'est-à-dire que les médias s'intéressent à des conflits du travail. C'est-à-dire que les journalistes vont donner une image de ce conflit, qui confirmera ou pas, plutôt en accord avec la vision que voulaient en donner les salariés. Troisième caractère qui sort de l'ordinaire, c'est un combat extrêmement long. D'abord, il y a presque un an entre l'annonce de la fermeture et le début du plan de sauvegarde de l'emploi, donc c'est très long comme conflit de travail, c'est très long dans une vie au travail, un an
d'incertitude, de configuration qui change, de lutte qui change de forme aussi. Un combat long qui est multiforme sur le site, hein, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de formes d'action qui vont être employées, parce qu'évidemment on ne peut pas faire grève pendant un an. Hein. Il faut trouver d'autres moyens, d'autres leviers pour que les revendications continuent d'être sur la table et d'essayer de les faire progresser. Donc, long multiforme sur le site, mais au-delà du site, c'est-à-dire qu'une fois l'usine fermée, le combat il va se poursuivre avec d'autres, évidemment un enjeu qui se modifie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'empêcher la fermeture du site, mais de contester les licenciements. Donc on est plutôt sur le terrain judiciaire, mais toujours avec un intérêt journalistique prononcé hein, pour ce combat, alors qui va rencontrer une série de victoires, mais on reviendra là-dessus, mais aussi un goût d'inachevé parce que il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels les tribunaux ne donneront pas raison. Oui, autre aspect, pour revenir sur le côté ordinaire, là c'est plus cette usine, alors elle est au sein de Villemur, qui est une petite commune au milieu rural, mais en fait c'est une usine comme il y en a encore beaucoup, mais qui sont invisibles socialement, médiatiquement, politiquement, c'est-à-dire que c'est des lieux de travail que peu de personnes soupçonnent, à moins évidemment de vivre à leur contact. Donc un conflit qui va sortir de l'ordinaire, et pourtant c'était pas joué d'avance ce destin, hein. Il ne faut pas réécrire l'histoire parce qu'elle est advenue. Hein. On est, encore une fois, on est dans les mondes ruraux qui sont quasiment invisibles politiquement. On est loin de Paris, on est relativement loin de Toulouse. Autant de choses hein, qui pèsent sur les possibilités de recevoir l'attention des journalistes, des politiques, etc. C'est aussi une usine qui fabrique un produit qui n'évoque rien pour la plupart des gens, c'est-à-dire des connecteurs automobiles. Alors maintenant, on est tous des experts, mais c'est des produits où si vous y connaissez pas très bien l'automobile, vous ne savez pas ce que c'est, à la différence d'autres produits qui ont donné lieu à des conflits de travail qui ont été médiatisés, je pense au Levis, Continental, Goodyear, ils produisent des choses que peu ou prou on voit à quoi ça renvoie, etc. Donc il y avait toute une série d'éléments qui, a priori, jouaient plutôt en la défaveur de ce destin. Mais puisque le destin est advenu, il fallait bien essayer de comprendre ce qui avait joué dans cette trajectoire. Parce que le conflit Molex, au-delà des aspects sur lesquels on va revenir, notamment toutes les victoires judiciaires successives, c'est 1800 articles de presse, des soutiens politiques et syndicaux multiples, et comme je le disais, un certain nombre de victoires, des victoires judiciaires, on va y revenir, et même si ça n'est pas allé jusqu'au but souhaité, c'est aussi un site industriel qui existe toujours, avec aujourd'hui 70 salariés à peu près. Alors c'est beaucoup moins qu'au moment de la fermeture, mais l'usine elle existe toujours, elle tourne toujours. Troisième type de victoire, entre guillemets, c'est des choses plus difficiles à quantifier. Ça renvoie à des formes de fierté d'avoir mené une lutte, d'avoir fait perdurer des choses qui étaient nées dans la lutte, des formes de solidarité, de sociabilité qui ont été bien au-delà de cette année d'opposition à la fermeture. Voilà, moi je m'arrête là. Ok, moi je vais revenir juste sur deux, trois points. Donc Olivier a dit l'essentiel sur la lutte, sur Villemur.
pour vous dire très vite qu'est-ce que c'est Villemur et d'où c'est venu cette idée de livre. Alors, on était encore étudiants, Béry était en Master 1 quand on a commencé, moi j'étais en Master 2 au Argenté, donc à l'IEP, et c'était Olivier, Eric, donc le livre on l'a écrit à 9, donc nous trois, plus Eric Darras, Anne de Bory, Caroline Fro, Alexandra Hauser, Audrey Rouget et Jérémy Noé. Donc certains qui enseignent ici, d'autres qui enseignaient ici avant, les qui ont été étudiants ici. Surtout, il y a finalement que Anne de Bory et Caroline Fro qui n'ont pas été en poste ici, sinon tous les autres ont été soit enseignants, soit étudiants ici. Donc l'idée au début c'était un stage de terrain. Donc un peu l'idée c'était d'amener les étudiants en Master 2 parcours Soporec, donc sociologie politique et représentation, et expertise culturelle, les amener sur le terrain pour essayer d'étudier quelque chose. Alors au début c'était un peu flou, on va essayer de voir. Alors l'idée c'était de travailler sur la fermeture d'une usine et les conséquences locales de la fermeture d'une usine. Donc on s'est aperçu rapidement que c'était un terrain très intéressant, et c'est d'autant plus qu'on a été accueillis vraiment de façon exceptionnelle. On avait vraiment été très bien accueillis, on a eu on disait à terre, rencontrer telle personne, ça peut être intéressant pour vous. Alors, c'était vraiment quelque chose qui était particulier, et c'était aussi pour nous, alors je peux parler de mon expérience d'étudiant, mais c'était aussi grisant de faire alors pour nous qui espérions, pour moi c'était le cas, qui espérions rentrer dans le milieu de la recherche, devenir chercheur, etc. C'était aussi grisant de travailler avec les enseignants qu'on avait eus, de les voir dans un contexte différent, de prendre le petit déj avec eux, le soir boire un thé, etc. C'était des choses qui faisaient voilà, un peu une fusion, parce que le thé ça empêche de dormir, on a quand même quelques problèmes de sommeil, et du coup voilà, c'était quand même quelque chose qui était vraiment, on s'est familiarisé avec ça, et voilà, c'était une expérience qui depuis a évolué, de chercheur, voilà. On a changé, mais c'était une expérience d'enquête qui était aussi une expérience de recherche. Voilà. Donc il y avait cet élément qui était intéressant. Au-delà de ça, l'idée c'était aussi de travailler sur la localité, quelque chose qu'on faisait finalement assez peu, travailler sur quelque chose qui était proche, à la fois proche d'ici, de Toulouse, donc Villemur c'est à une demi-heure au nord de Toulouse, c'est pas loin d'ici, quelque chose de proche et à la fois d'un peu lointain, et ça nous permettait d'aborder plus généralement des problématiques qui étaient un peu délaissées par les sciences sociales. Alors Olivier l'a dit, le monde rural, notamment la désindustrialisation des milieux ruraux et des milieux périurbains. Quelque chose qu'on étudie peu en sociologue. Pourquoi? Parce qu'on est près des espaces du pouvoir et de la ville, et du coup on étudie peu ces questions-là. Étudier aussi la question du syndicalisme, là elle est intéressante, c'est la question des résistances par le bas à quelque chose, résistance par le bas, au local, il y a d'autres expressions qui sont possibles, mais à des logiques plus générales qui sont là, la financiarisation de l'économie. Alors là, il le dit bien dans l'extrait, les licenciements boursiers, et comment au niveau local, au niveau des entreprises, au niveau du travail, et il est possible, dans certaines conditions, et ça, les Molex ont prouvé ça, de résister, alors avec des victoires, certaines victoires, des victoires au bout amer, mais il est possible quand même de résister à des logiques transnationales. Et c'était un élément sur lequel je voulais revenir qui me semble intéressant, autour de deux visions contradictoires de l'usine et de l'économie, mais surtout de l'usine. Donc on l'a dit, Villemur c'est une petite usine qui était initialement une scierie créée au début du XXe siècle, qui passe entreprise publique et qui est rachetée en 2004 par Molex. Alors c'est un résumé vraiment rapide de l'histoire de l'usine, qui est rachetée en 2004 par Molex, rachetée en 2004. Dès qu'il rachète, il ferme le bureau d'études de Montigny-le-Bretonneux et on peut penser, et il rapatrie les brevets aux États-Unis, on peut penser que c'est un licenciement qui a pour objectif deux objectifs, à la fois récupérer les brevets et s'implanter sur le marché européen parce qu'ils étaient peu présents, en tout cas c'est pas eux qui étaient les leaders sur le marché européen, notamment les producteurs français comme le PSA.
Donc c'est une multinationale, donc Molex c'est une multinationale qui produit des connecteurs automobiles, des composants électroniques qui est implanté dans plusieurs continents. En 2010, c'est 45 usines dans 17 pays pour environ 36 000 salariés. Donc ce que je vous disais, en 2004, elle est plutôt mal positionnée dans le secteur automobile et cherche à obtenir des parts de marché auprès des constructeurs français, PSA, Renault. En 2005, elle réorganise son activité sur le plan mondial pour répondre à une demande qui se développe en Asie. Et toute la justification de la fermeture, c'est de dire la demande elle se situe en Asie. Du coup, on délocalise en Asie aux États-Unis parce que c'est là où il y a le siège, et en Asie parce que c'est là où il y a la demande, et du coup, on va se mettre au plus près de la demande. Et c'est pour ça qu'on va fermer. Alors, une opposition que vous trouverez dans le chapitre 4, je crois, entre deux visions de l'économie. Il me semble, je vérifie quand même le chapitre 3, la ferme face à l'usine. Deux visions de l'économie, deux visions de la propriété, pour dire rapidement, alors après on pourra en discuter avec Célia, puisque c'est des discussions qu'on a, avec d'un côté, du côté des salariés de Villemur, un ancrage local fort. Alors ancrage local, une sociabilité directe centrée sur l'occupation une occupation du territoire plutôt centrée sur la sociabilité directe, alors qui est plutôt caractéristique des milieux ruraux et périurbains, anciennement ruraux, comme donc ça peut être diverses activités, la chasse, le football, le rugby, la pétanque, le fait de se rencontrer en dehors du travail, etc. Des éléments qui sont assez prégnants. Et qui constitue la manière à Villemur la plus légitime d'occuper le territoire et de travailler à l'usine. Travailler à l'usine qui est centré sur... donc Guy en parle dans l'extrait, il voyait l'usine quand il était jeune, les anciens, un travail à l'usine qui se transmet aussi de génération en génération. Quelque chose qui est assez important. Et qui fait que les salariés se sentent propriétaires de leur outil de travail, propriétaires de l'usine, voilà, se sentent propriétaires de leur travail, propriétaires de l'usine. Du côté des Américains, on a une conception, les Américains, entre guillemets, c'est pas les Américains, ce qui fait qu'ils ont une conception différente, c'est pas le fait qu'ils soient américains, c'est le fait que ce soit les propriétaires du capital, des usines, des machines. Une conception du travail qui est complètement différente, qui est centrée sur la maximisation du profit et le fait de... voilà, et la mobilité. Centrée sur ces éléments-là parce que c'est des éléments qui sont aussi au cœur de leur trajectoire. Au cœur de leur trajectoire, qui sont des trajectoires de mobilité, notamment de mobilité internationale. Alors les salariés, les dirigeants de Molex États-Unis sont aussi, d'une certaine façon, ils sont un peu proches des salariés parce qu'ils ont des trajectoires qui se situent surtout à l'intérieur de l'usine, surtout à l'intérieur de Villemur, la fatigue. Surtout à l'intérieur de Molex. Les trajectoires qui se situent surtout à l'intérieur de Molex, ils n'ont pas fait les plus grandes écoles, les écoles les plus prestigieuses, et ils sont redevables à la multinationale de leur parcours social, de leur évolution. Mais ils ont, parce qu'ils ont été socialisés de cette façon-là, une conception du travail qui diffère complètement de ce travail ancré localement, etc. Pour qui c'est, et pour eux, alors, un des aspects intéressants de l'ouvrage, c'est d'être allé les voir, être allé aux États-Unis, à Chicago, à Lyle, alors c'est presque un vieux, puisque ça s'écrit comme il est sur Terre, mais c'est Lyle, être allé à Lyle, à côté de Chicago, et pour les rencontrer et pour essayer de comprendre quelles sont leurs conceptions du travail et de l'usine. Et pour eux, cet attachement des salariés à l'usine, à leur usine, à la localité, c'est quelque chose qui est complètement qui est incompréhensible, mais profondément incompréhensible. Ils disent, mais pourquoi est-ce qu'ils doivent rester habités là, est-ce qu'ils doivent travailler là, etc. Parce que dans leur socialisation, ce qui est pertinent, c'est de bouger, c'est de se déplacer, parce qu'ils sont déplacés entre les pays, etc. Parce qu'ils ont le capital culturel et aussi le capital économique pour faire ça, pour pouvoir se déplacer et pas être ancré localement. Mais il y a cette dimension-là qui nous semblait intéressante, qu'on a essayé de travailler. Alors après, on la retrouve au niveau local
en étudiant les trajectoires des salariés licenciés, des ouvriers, des techniciens et notamment des cadres qui, là aussi, se différencient au niveau local. Ceux qui soutiennent le plus la lutte, alors je vous dis rapidement, puis éventuellement on pourra y revenir dans les questions, c'est ceux qui sont les plus proches. Et ceux qui sont dans l'intersyndicale, ceux qui sont mobilisés, c'est ceux qui ont des trajectoires également ancrées localement, qui sont propriétaires localement, qui ont de la famille là, ce qu'on appelait les cadres du coin, et qui ont des pratiques culturelles proches de celles des autres salariés licenciés. Au contraire, ceux qui sont diplômés, qui viennent d'écoles, qui viennent de plus loin, alors qui ne doivent pas leur ascension sociale à leur ascension au sein de l'usine, qui viennent de plus loin, qui sont plus diplômés, eux, ils ont tendance à participer au processus de fermeture parce qu'ils savent, entre guillemets, qu'ils vont rebondir, ou en tout cas, ils estiment qu'ils vont rebondir, qu'ils pourront travailler ailleurs, etc. Et qu'ils n'estimaient pas qu'ils allaient faire toute leur carrière dans la même entreprise, parce qu'ils ont été socialisés comme ça. Voilà un petit peu sur les différentes facettes. Je vais donner la parole à Bérénice sur les différents prolongements et victoires ouais, alors moi je vais revenir un peu plus rapidement sur un peu des perspectives qu'on peut faire à partir de cette lutte. Donc, Olivier l'a dit tout à l'heure, c'est une lutte qui a plusieurs titres, peut apparaître comme une lutte fructueuse, victorieuse, alors sur le plan médiatique, parce qu'il y a une couverture médiatique longue, favorable, etc. Aussi, également, on n'y a pas je pense ici là-dessus, mais c'est aussi une lutte qui a été victorieuse sur le plan judiciaire, puisque ça fait partie des répertoires largement mobilisés par les salariés que d'aller devant les tribunaux et de porter plainte à plusieurs reprises. Je ne développe pas, si vous avez des questions, on pourra y revenir. C'est aussi une victoire sur le plan syndical, puisqu'il y a eu la constitution pendant 11 mois d'un collectif de salariés relativement unis et qui tient autour d'un mot d'ordre, qui est le mot d'ordre de la préservation des emplois locaux et de l'activité industrielle sur le site. Donc, une lutte victorieuse sur plusieurs aspects et qui pourtant conserve pour la plupart des salariés un goût amer et une victoire qui reste quand même en demi-teinte pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment que l'usine a fermé et que 280 personnes se sont retrouvées au chômage malgré ces 11 mois de lutte. Se sont retrouvées au chômage plus ou moins durablement, puisque aujourd'hui, on sait que 60% d'entre eux ont retrouvé un CDI. Alors ça fait déjà 40% qui s'inscrivent plus ou moins, qui s'inscrivent ou dans le chômage de longue durée ou dans des situations professionnelles très précaires. Et puis pour les 60% qui sont en CDI aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est souvent dans des conditions dégradées, à la fois en termes de salaire, puisque l'ancienneté n'est pas reconnue, en termes de conditions d'emploi, de temps partiel subi, ou encore d'éloignement du domicile. Et puis surtout, le gros de l'amertume, il réside dans le fait que Molex part, mais Molex part sans payer les indemnités. Alors, je vais revenir un peu là-dessus, parce qu'en fait, ça cristallise, c'est pour ça qu'on a choisi le nom du collectif, le collectif du 9 août. Le 9 août, c'est le 9 août 2016, et c'est la date à laquelle la Cour d'appel de Toulouse a reconnu que les licenciements des salariés étaient sans cause réelle ni sérieuse. Donc le caractère abusif des licenciements a été reconnu par la justice française. Et elle a même été confirmée le 17 novembre dernier pour 3 cadres qui ont déposé, mais c'est une procédure qui était un peu en décalé, mais qui contestait également le motif économique du licenciement. Et là aussi, ces licenciements ont été reconnus comme abusifs. Donc cette victoire, elle est à mettre en parallèle avec une autre décision de la Cour de cassation confirmée par la Cour d'appel de Bordeaux qui ne reconnaît pas Molex États-Unis, Molex la maison mère, comme co-employeur des salariés. Et c'est seulement la SARL Molex, la branche française donc, qui a été reconnue comme employeur. Or, au moment où Molex apprend que les salariés déposent des dossiers auprès du tribunal des prud'hommes, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils liquident la SARL. Donc à ce stade, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus d'employeur pour financer les indemnités de licenciement, et c'est donc
un fonds abondé par des cotisations patronales qu'on appelle les AGS, l'assurance de garantie des salaires, qui va payer les indemnités de salaire, mais leur montant est plafonné, donc les salariés sont tout de même perdants. Et c'est un coup amer qui reste, ça va permettre de faire un peu un lien avec l'actualité, puisque les dispositifs législatifs en ce qui concerne le droit du travail aujourd'hui ont largement évolué depuis le début du conflit et rendraient la lutte des salariés impossible, en tout cas dans sa dimension juridique. Je vais revenir sur trois éléments. Dès 2013, la loi dite de sécurisation de l'emploi impose au comité d'entreprise de rendre un avis sur le plan social en moins de 4 mois. Alors je reviens un peu là-dessus. La lutte des Molex, elle a pu durer 11 mois parce que un des outils a été de retarder le moment où le comité d'entreprise allait rendre ce fameux avis. Qu'il soit positif ou négatif, à partir du moment où le comité d'entreprise a rendu son avis sur le plan social, la démarche de fermeture peut être enclenchée et s'accélérer. Donc, pour les salariés, et notamment leurs conseils, les experts comptables et juridiques, tout un effort de la lutte a consisté à montrer que Molex ne fournissait pas les documents, les arguments, permettant aux salariés de trancher sur le caractère réel ou non des difficultés économiques du groupe. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais du coup, là où les salariés ont pu reculer le moment de rendre cet avis, la loi depuis 2013 impose qu'en 4 mois, ce soit plié. 2 ans plus tard, en 2015, la loi Macron amoindrit les peines qui sont encourues par les dirigeants des entreprises en cas d'atteinte au fonctionnement régulier du comité d'entreprise. Et c'est ce qui s'est passé pour Molex, puisque la direction, avec la participation, la collaboration d'un certain nombre de cadres, a organisé en amont, en toute discrétion, sans en informer le comité d'entreprise, la fermeture du site. Alors qu'auparavant, les dirigeants fautifs encouraient une peine de prison, alors ce qui arrivait jamais, mais il y avait quand même, on peut supposer qu'il y avait un effet largement dissuasif avec ce dispositif. Désormais, ils encourent une amende maximale de 7 500 €. On voit bien que le caractère dissuasif, il est quand même largement amoindri. Et puis, je terminerai avec les dispositions qui sont désormais en vigueur avec la loi Travail XXL et ses ordonnances. Je reviendrai sur 4 points. D'abord, la réduction du périmètre d'évaluation des difficultés économiques d'une entreprise. Auparavant, elle s'évaluait à l'échelle de l'entreprise en général, et désormais, elle s'évalue à l'échelle nationale, comme ça se fait d'ailleurs dans la plupart des pays européens aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'un groupe qui enregistre des profits sur le plan international peut quand même licencier en France, et c'est ce qui s'est aussi observé dans le cas Molex, puisque la SARL a été liquidée, mise en difficulté, voilà, sans que ça pose aucun problème pour le groupe. Autre aspect, alors, vous avez entendu parler de la hausse des indemnités légales de plus de 25% en cas de licenciement, mais c'est à mettre en parallèle avec le plafonnement des dommages et intérêts que doivent payer les employeurs en cas de licenciement abusif, comme c'est le cas dans le cas des salariés Molex. C'est une revendication de longue date du patronat qui correspond à une vision, une représentation du travail comme un risque, et qui permet aux employeurs de planifier le coût total d'une fermeture, y compris en cas de comportement délictueux, enfin illégal. Alors après, c'est un peu moins en lien avec la situation des Molex, mais il y a quand même d'autres dispositifs dans la loi de travail qui questionnent la création de la rupture conventionnelle collective, avec des possibilités de départ volontaire pour des groupes d'au moins 10 personnes, qui permet, on peut s'imaginer assez facilement, de rompre l'unité d'un collectif qui se constitue sur la base d'une situation de licenciement collective, ou encore la disposition qui va amener à la fusion de ce qu'on appelle les IRP, les instances représentatives du personnel, c'est-à-dire le comité d'entreprise, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel. Et on peut supposer que cette fusion va amoindrir, affaiblir la capacité à agir des représentants des salariés. Voilà.